À l'aube du 19 octobre 1995, le cadavre d'un homme est découvert dans des rochers à 80 km de Djibouti. Le corps en partie carbonisé est celui d'un magistrat français de 39 ans, coopérant depuis un an au ministère de la Justice djiboutien. Son nom, Bernard Borel. Mon mari a donc été assassiné dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995, soit à peu près 18 mois après notre arrivée. La trame, c'est qu'il y a eu une mise en scène d'un suicide sur place et la version officielle qui a été donnée à ce moment-là immédiatement et qui m'a été donnée à moi, c'est celle du suicide de mon mari, immolation par le feu au milieu du désert à 80 km de Djibouti. Et donc normalement, dans une enquête normale, il aurait dû y avoir une ouverture d'information. Bon, il n'y a pas d'ouverture d'information, c'est moi qui me constitue partie civile, et il faudra attendre l'article d'Alexandrine Bouillet dans le Figaro pour que l'instruction soit ouverte en avril 97. C'était instruit pour chercher un mobile au suicide. Alors ils vont tout essayer, Ils vont essayer la pédophilie, ils vont essayer la maîtresse avec l'enfant adultérine, ils vont essayer la corruption. Ça s'est compliqué quand même d'une première reconstitution en 99 à Djibouti, au moment de la campagne électorale de M. Guelleh, qui a donc été élu le 9 avril 99. Et les juges d'instruction n'ont rien trouvé de plus intelligent que d'aller à Djibouti entendre les gens au moment de cette campagne-là. Ils allaient certainement parler, les gens, à ce moment-là. Ils savaient que Guelleh allait être élu. Ils allaient certainement parler. Et le Loir connaissait très bien ce dont était capable M. Guelleh, puisqu'il avait instruit le dossier de l'attentat du Café de Paris. Il était arrivé là. Il était arrivé au même moment. En juin 1995, il commençait à mettre en cause ce commanditaire-là, plutôt que ceux de l'opposition djiboutienne. Au moment où ils voient que ce que j'avais dit depuis des mois et des mois était vrai, c'est-à-dire que matériellement le suicide était impossible, ils vont imaginer, vous imaginez, tout de suite, ils vont imaginer une autre version du suicide. On a su par Maître Cambier, donc l'avocat du témoin djiboutien, M. Aloumikani à Bruxelles, on a su que cette personne voulait faire des déclarations aux juges d'instruction et que les juges d'instruction ont refusé de l'entendre au prétexte qu'ils voulaient faire un témoignage anonyme. Mais un témoignage anonyme, pourquoi il voulait que ce soit anonyme? Parce qu'il avait peur. Alors c'était au juge d'instruction d'organiser sa protection pour l'entendre. Le 21 juin 2000, on a obtenu de la Cour d'appel de Paris le dessaisissement de ces deux juges d'instruction, de ces deux magistrats, et la nomination de M. Parlos. Et alors c'est amusant parce que la première image que j'ai quand je descends de la voiture, c'est de voir l'expert s'approcher du ravin et revenir en souriant, un des experts. Parce que bon, c'était tellement évident que ça ne pouvait pas être ça que on a compris là qu'on s'était fait berner complètement par les précédents juges d'instruction. Et je pense que c'est à partir de là que M. Parlos a compris que c'était pas tout à fait ça. 2 produits qui ont été utilisés alors qu'il n'y avait qu'un seul bidon sur les lieux, et à des endroits différents du corps. C'est-à-dire que la version du suicide, elle est absolument plus possible parce qu'on ne voit pas un homme en train de s'allonger par terre et puis de se mettre un peu d'essence à un endroit, puis un autre produit ailleurs. Alors qu'il n'a qu'un bidon, mais que forcément, s'il y avait eu un mélange des 2 produits, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a eus, puisqu'on a trouvé ces 2 produits à des endroits différents du corps. L'assassinat n'est plus contesté par l'État, puisque ma belle-mère est malheureusement décédée à la fin du mois de janvier, la mère de mon mari, et l'État l'a indemnisée à titre définitif. On n'indemnise pas pour un suicide. Depuis le départ, les autorités françaises, politiques, ont pris le parti d'énoncer une vérité par une sorte de diktat médiatique, puisque c'est parti d'un communiqué qui a dit Bernard Borel s'est suicidé. Et ceci s'est mis ensuite en œuvre par l'absence totale d'enquête judiciaire. Donc ça, c'est une manifestation concrète d'une volonté politique qui aboutit à une absence d'action judiciaire. Mais ça, c'est côté français. Côté djiboutien, à l'époque, les Djiboutiens ont fait une enquête. C'est eux qui avaient compétence pour la faire d'ailleurs.
Mais elle n'a pas eu de suite parce que la France a pris la main en quelque sorte quand nous avons, de notre propre initiative, fait ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort et puis une information. Donc il y a eu de part et d'autre une abstention d'action judiciaire, mais du côté français, elle était beaucoup plus réfléchie que du côté djiboutien. Eh bien, nous attendons qu'il mette ses actes immédiats en conformité avec l'image qu'il a donnée de lui, puisqu'il a donné l'image de quelqu'un qui respecte les grands principes de la France et qui en même temps est indépendant des mauvaises traditions et des mauvaises pratiques qu'elle a pu suivre auparavant. Nous ne demandons que ça, nous demandons que l'État français laisse travailler sa justice, au besoin d'ailleurs lui donne un coup de main, ça ne serait pas une entorse à la séparation des pouvoirs que d'aider la justice, mais qu'on laisse faire la justice et qu'on désolidarise totalement la question Borrell des questions diplomatiques. Voilà. Ce n'est que ça en réalité. Nous avons la démonstration de ce que des actes contre nature ont été accomplis par le passé, dans des conditions qui portent atteinte à l'honneur de la France et aussi à l'honneur de la Cour internationale de justice qui est utilisée comme une espèce d'instrument dans une vaste escroquerie à jugement. Bon, mais ça, il faut que la France s'explique par l'intérieur de son chef d'État. Ça sera au juge d'apprécier la question de la responsabilité de M. Perben. Nous, tout ce qu'on peut constater jusqu'à maintenant, c'est que M. Perben a été le maître d'œuvre d'une manœuvre consistant à tenter, même s'il n'a pas réussi, à tenter de remettre un dossier d'instruction à un État djiboutien, alors même que M. Perben savait depuis 2003 qu'il s'agissait d'un assassinat, que les plus hautes autorités de Djibouti pouvaient avoir une responsabilité directe dans ce meurtre, et donc remettre ce dossier à ceux-là même qui ont pu avoir une responsabilité dans l'étouffement, mais aussi dans l'assassinat du juge Borrell. C'est prendre une responsabilité importante, c'est permettre aux auteurs même de cet assassinat de savoir qui sont les témoins, de faire disparaître des preuves matérielles et puis surtout d'ouvrir une instruction à Djibouti pour essayer, on connaît le peu de garanties qu'offre la justice djiboutienne, pour essayer, je dirais, d'attraper le premier petit délinquant venu et de lui imputer le meurtre du juge Borrell. Ainsi, Djibouti pourrait dire à la France, voilà, on tient notre coupable, vous pouvez refermer votre dossier. C'était ça la manœuvre qui était visée. Et de penser aujourd'hui qu'un garde des Sceaux a pu se prêter à cette manœuvre, oui, ça nous pose une question. Je crois que la question de la responsabilité du garde des Sceaux, de l'ancien garde des Sceaux est posée. Et il faudra qu'aujourd'hui, Mme Rachida Dati nous donne des garanties sur le fait que ce comportement n'arrivera plus désormais. J'y compte bien. Nous sommes là pour l'y aider. Nous travaillons d'arrache-pied pour l'y aider. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes qui savent. Avec les changements politiques en France, et espérons-le un jour à Djibouti, ceux qui savent pourront parler. On commence à sentir des frémissements. Il y a des personnes qui savent et qui ont envie de parler et qui sont peut-être en train de sortir de l'ombre. Nous savons que les services secrets français savent, puisqu'on nous cache 2 années de notes des services secrets postérieures à la mort de Bernard Borrell. Ça c'est un signe qui ne peut pas tromper.